Moi, c'est Claudia Thomé. Je suis chargée de projet au TIES sur le projet Territoire nourricier qui s'intéresse à l'économie sociale et à l'alimentation. Et je suis accompagnée de mes collègues Chloé Sahu qui va vous présenter le contenu sur la tarification sociale et de Caroline qui fait la technique, mais que vous connaissez probablement tout le monde. Et donc là, aujourd'hui, on a un mélange de public qui est varié. Donc, on a beaucoup des gens de l'équipe du TIES pour qui c'est la première fois aussi qu'ils entendent ce contenu. Et puis, on a aussi des gens des différents pôles d'économie sociale au Québec et des gens qui ont été invités aussi, qui accompagnent les projets ou qui s'intéressent de près ou de loin à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment une première pour nous de parler de ce sujet-là, de la synthèse de connaissances. Donc, c'est ça, le but, c'est d'en discuter avec vous puis d'avoir vos réactions d'emblée. Donc, est-ce que Chloé, tu aimerais dire un petit mot avant que je me lance dans merci à tous d'être là. Puis de toute façon, je vous parle un petit peu plus tard, donc c'est bon pour moi. J'ai travaillé sur la synthèse de connaissances cet été, donc ça va être l'occasion de présenter une première introduction en fait à la tarification sociale aujourd'hui. Voilà. Super. N'hésitez pas si on sait que les gens mangent pendant l'heure du dîner. Fait que si vous avez besoin de fermer vos caméras ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous voyez bien? Super. Alors, bienvenue. Petit déroulement très, très simple. Je vais faire une toute petite mise en contexte pour expliquer d'où ça vient ce travail-là. Ensuite, Chloé va présenter les détails de ses travaux. Puis ensuite, on a prévu quand même une bonne plage horaire pour discussion, échange, pour discuter de tout ça avec vous. Donc, voilà. Pour la mise en contexte, donc ce travail de synthèse de connaissances, il est commencé en mai plus tôt cette année, donc quand Chloé a joint l'équipe, puis moi aussi en même temps. Et on pense que ça pourrait finir, on pourra avoir des outils et quelque chose de plus final au printemps de l'année prochaine. Ce travail-là a été encadré par un comité de suivi qui s'intéresse à la tarification sociale. Donc, ce n'est pas juste la petite équipe du TIES. On a travaillé avec des initiatives qui travaillent en alimentation, avec des chercheurs et aussi des accompagnateurs en économie sociale qui nous ont donné leur avis puis nous ont orientés aussi à travers les travaux. Les objectifs de la démarche sont de définir des bonnes pratiques et des caractéristiques des modèles de tarification sociale qui existent pour le moment, qu'on a pu observer, d'évaluer les arguments favorables à la mise en place de la tarification sociale, faire ressortir les enjeux et les questions éthiques autour de ces pratiques-là, puis finalement produire des outils de transfert de connaissances pour différents publics. Puis on va en discuter un petit peu plus après la présentation de Chloé, qui est-ce qu'on vise et pourquoi. Et petit mot pour dire que cette synthèse de connaissances fait partie du projet Territoire nourricier, qui est un projet plus large que le TIES-MEN. Donc, c'est un volet qui s'insère dans la recherche ou les travaux sur les modèles d'affaires en économie sociale, en alimentation. Donc, on s'intéresse à la pérennité des entreprises d'économie sociale en alimentation. Puis ça, c'est un des aspects qui semble être vraiment intéressant pour beaucoup de gens sur le terrain. Donc, on s'est lancé avec ça en premier, mais il y a d'autres volets qui vont suivre aussi pour le projet. Donc, c'est ce petit aperçu. Donc, on travaille sur ça depuis mai avec Chloé. On a eu 2 rencontres du comité de suivi. Les grandes phases ont été de commencer par la revue de littérature et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de documentation à ce sujet. Donc, cette phase-là a été quand même intéressante parce que ça nous a permis de réaliser que finalement, c'est un sujet qui vaut la peine d'être exploré justement parce qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant.
Ensuite, Chloé, elle a réalisé des entrevues avec différentes initiatives au Québec qui utilisent la tarification sociale pour comprendre comment ils fonctionnent, c'est quoi les défis et tout ça. Puis ensuite, on est présentement dans la phase analyse. On est à la fin du mandat de Chloé bientôt dans une semaine. Donc, on a fait l'analyse qui est finalement les rendus de ça qu'on a pour l'instant. C'est un catalogue d'initiatives, donc une description des initiatives que Chloé a passées en entrevue, puis une définition plus spécifique des différents modèles ou familles de pratiques en tarification sociale. Et la prochaine phase, c'est la production d'outils. Donc, on vise une diffusion publique de ces informations-là dans les prochains mois. Mais c'est ça, c'est la conversation qu'on va avoir avec vous aujourd'hui. Ça va aussi nous aider à nous aligner vers quel genre d'outils, comment est-ce qu'on peut diffuser cette information-là de manière pratique. Donc, voilà pour la mise en contexte. Je vais passer la parole à Chloé. Puis, Chloé, si tu veux en fait partager ton écran, peut-être que ça serait plus simple pour les slides. Parfait, je vais faire ça. Tac. Lecture. Donc, merci Claudia. Je vais juste vous dire un petit mot avant de commencer. Ça se peut que je sois essoufflée par ma présentation. J'ai pas la Covid, c'est pas le stress. Je suis dans mon 3e trimestre de grossesse et j'ai les poumons compressés. Et par l'expérience des 2 dernières animations d'atelier, je sais qu'au bout de quelques minutes, on a l'impression que je vais être à bout de souffle. C'est normal. Donc, on va se concentrer sur le contenu. Voilà. Donc, désolée pour les petits désagréments. Donc, on va passer à la présentation des travaux. Donc, c'est une présentation introductive. Hein. On va essayer de résumer pour pouvoir passer, définir le concept et puis les modèles observés pendant ces derniers mois, et puis les quelques enjeux qui sont relevés liés à la tarification sociale. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la tarification sociale? Donc, en fait, au travers de la tarification sociale, ce qu'on vise, c'est la mise en place d'un système de prix qui est conforme au principe d'équité sociale et économique. Ce qu'on entend par là, c'est de rendre accessibles des biens et des services pour des personnes pour lesquelles les prix pour ces biens et services sur le marché sont trop élevés. Donc, on est dans une démarche de proposer des tarifs réduits pour certains biens et services. Et donc, la tarification sociale, finalement, elle se situe hors du marché à simple but lucratif, c'est-à-dire que on la distingue de tout ce qui est pratique commerciale dans les entreprises privées ou discrimination par les prix. On est vraiment sur un objectif d'accessibilité économique pour des biens et services, tout en conservant bien sûr la qualité de ces biens et services. Derrière les principes d'équité sociale, forcément, on a des objectifs de qualité de vie identique pour tous, de développement communautaire autour d'initiatives et de développement de solidarité, tant de l'entreprise vers sa clientèle que des clientèles entre elles. Donc finalement, on considère que c'est une stratégie donc de mise en place d'un système tarifaire à fort impact social. Quels sont les bénéfices de la tarification sociale pour la sécurité alimentaire? Ça, c'est vraiment pour faire le lien avec le projet Territoire nourricier. Pourquoi finalement on s'intéresse à la tarification sociale dans ce cadre de ce projet? Donc voilà, on sait que sur le territoire québécois, il y a plusieurs problèmes d'accès à l'alimentation, que ce soit tant économique que physique. Et on estime que la tarification sociale pourrait être un levier à activer pour en fait améliorer l'accessibilité économique à une saine alimentation. Les personnes qui éprouvent des difficultés d'accès économique à l'alimentation en général vont se tourner aussi vers l'aide alimentaire, ce qu'on considère comme étant en fait une solution
d'urgence, une solution qui n'est pas forcément durable, dans laquelle les gens n'ont pas forcément le choix ou la qualité pas forcément non plus toujours au rendez-vous, et en plus, qui peut aussi poser certaines questions de stigmatisation. Face à ça, la tarification sociale qui serait pratiquée dans certaines entreprises pourrait être une solution plus durable pour une accessibilité à une meilleure alimentation. Et puis en fait aussi préserver donc tout simplement la dignité de la clientèle. Donc c'est toute cette question de limiter les risques de stigmatisation, d'avoir le choix de ce qu'on consomme aussi, tout simplement, et d'avoir le choix de consommer de la qualité, mais à un tarif qui soit plus abordable. Voilà pour le concept général, et puis toutes les valeurs qui sont transportées en fait par la tarification sociale. Donc, au travers donc des recherches et puis des entrevues qui ont été réalisées auprès des initiatives, on a détecté différents modèles. Il y en a 3 en fait qui se présentent un peu comme des grandes familles de tarification. Donc on a identifié la tarification ciblée. C'est une tarification unique pour laquelle on offre en fait un tarif préférentiel pour une clientèle cible spécifique qui va être définie par des caractéristiques sociales. Donc ça peut être le revenu, le statut, que ce soit l'âge, la composition familiale, la situation face à l'emploi. Bon, les critères sont variés. Un exemple, on a rencontré une épicerie communautaire donc, au Saguenay qui pratiquait une tarification ciblée. Donc en fait, uniquement basée sur le revenu. Donc les personnes à faible revenu qui deviennent membres de l'épicerie peuvent consommer, et sont les seules personnes qui peuvent consommer au sein de l'épicerie pour ce tarif spécifique qui va être offert. On a ensuite 2 tarifications variables qui viennent aussi s'ajouter. Donc la tarification proportionnée, qui est celle qui est la plus répandue, en fait, qu'on a le plus observée dans les initiatives. C'est lorsqu'on met en place des paliers de prix qui vont être accessibles à diverses catégories de personnes. Donc pareil, ça va être basé, on va bâtir un système de prix où il y a au moins 2 paliers ou plus, accessibles à certaines catégories, donc, qui vont être définies par des caractéristiques similaires aux précédentes, que ce soit le revenu, le statut, l'implication dans l'initiative, ça peut être assez varié. Donc, pareil, ça peut être appliqué dans des épiceries communautaires, dans des marchés. On a vu vraiment beaucoup d'initiatives qui pratiquaient ce genre de tarification. On a ensuite, donc la dernière, la tarification avec contrepartie pardon, contribution volontaire, pardon. Donc là, c'est le client qui va choisir le prix qu'il peut payer pour le bien ou le service. Donc là, en fait, ça peut être encadré ou non, c'est-à-dire que ça peut être un prix complètement libre, le client va payer ce qu'il veut, ou alors on va placer des curseurs pour l'orienter dans le prix qu'il va payer. C'est le cas notamment un service de distribution de repas dans les écoles pour les élèves, où le prix est libre. Il y a un prix minimum qui est fixé, qui est de 1 $. Au-delà de ça, les parents vont payer ce qu'ils veulent pour le repas de leur enfant. Et à chaque commande de repas, ils peuvent choisir et réajuster le prix en fonction de leur capacité financière du moment. Voilà, donc ça, c'est vraiment 3 grandes familles à l'intérieur desquelles, en fait, on va pouvoir jouer sur des paramètres pour bâtir un système tarifaire. Donc, comme on l'a vu au travers des exemples, la détermination des prix, est-ce qu'on est sur un tarif unique ou variable? Si on est sur du variable, est-ce qu'on veut combien de paliers? Comment on les bâtit? Quels sont les critères d'inclusion? Donc, ça peut être ouvert à tous, on peut obliger un membership, on peut se baser sur les revenus, sur différentes caractéristiques sociales, pareil, on l'a vu donc dans les exemples. Et puis les modalités d'attribution, donc ça peut être basé sur la bonne foi, ou alors on peut aussi demander des justificatifs. Donc ça va impliquer tout un système de contrôle, de renouvellement des pièces qui vont avoir une certaine incidence finalement sur le modèle. L'objectif de pouvoir jouer sur ces paramètres-là, c'est de créer en fait des sous-modèles qui pourraient être plus adaptés au projet qu'on est en train de monter. Donc il faut vraiment penser que c'est modulable entre les 3 grandes familles et puis tous ces paramètres sur lesquels on peut jouer à l'intérieur. Bien sûr,
L'ensemble de ces modèles va avoir certains atouts et inconvénients. On a commencé à les lister, on ne va pas forcément rentrer dans le détail complet. Là, c'est pour les grandes familles, mais on aurait pu aussi décliner avec les grands paramètres qui ont chacun des atouts et des inconvénients. Bien sûr, la ciblée, c'est sûr qu'on s'adresse directement aux personnes vulnérables, mais finalement, on est sur un tarif réduit, sur une population réduite aussi, donc forcément, on a une difficulté à atteindre une certaine rentabilité financière, un risque de dépendance aux subventions qui existent derrière ça. Pour la proportionner, oui, en effet, on va tendre à plus s'adapter à la réalité de la clientèle. Cependant, il y a quand même des défis sur le fait de bâtir une grille tarifaire qui soit cohérente, avec des critères d'attribution qui soient cohérents et qui fonctionnent. Puis il y a tout un tas d'enjeux de gestion administrative, du suivi de client qui va derrière ça aussi, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on bâtit son projet. Pour la contribution volontaire, on réduit les risques de stigmatisation puisque chacun fait ce qu'il veut face au prix. Mais par contre, on a une fluctuation des recettes, donc forcément, ça pose aussi des questions quant à la rentabilité en fait, de l'entreprise et la difficulté d'avoir une prévision finalement sur les revenus de l'entreprise. Donc ça, c'est juste un petit arbre décisionnel qui récapitule un peu ça sur la possibilité de bâtir chacun son modèle. C'est très schématique pour l'instant, c'est à objectif d'être certainement amélioré, mais c'est juste pour expliquer le fait qu'on puisse choisir ces différents paramètres quand on bâtit son modèle de tarification sociale. Donc, ensuite, donc on a fait le tour là pour les modèles dans les grandes lignes. On a identifié des enjeux qui sont spécifiques à la tarification sociale, dans le sens où, bien sûr, quand on bâtit un projet, il y a tout un tas de paramètres et de questions qu'il faut se poser sur le marché, le territoire dans lequel on s'inscrit, sur les coûts, les besoins, gestion techniques, administratives, etc., qui sont des questions qui sont assez générales lorsqu'on bâtit un projet. Mais on a tout de même, au travers des entrevues, détecté deux grands enjeux qui ont été à chaque fois mentionnés par les initiatives. Donc, il y a la question de la communication qui a été soulevée. En fait, finalement, la tarification sociale, c'est un concept qui n'est pas vraiment connu du grand public. C'est quelque chose qui commence à être exploré et finalement, on se rend compte qu'il y a des enjeux pour les initiatives, tant de communication auprès des partenaires qu'auprès des clientèles diverses. Donc, elles sont en recherche de stratégies qui soient efficaces, de façon à utiliser la tarification sociale comme un argument auprès de potentiels partenaires, mais aussi de développer des stratégies de communication qui s'adressent aux diverses clientèles ciblées. Quand on parle de clientèle ciblée, ça peut être soit donc les personnes en effet éprouvant des difficultés d'accessibilité économique, mais aussi lorsqu'on veut capter une clientèle nantie, comment on fait pour aller capter ces diverses clientèles et communiquer efficacement auprès de tous. Pour la communication aussi, il y a tout ce qui est lié au risque de stigmatisation qu'on veut limiter quand on met en place un système de tarification sociale. Et donc tout ça, c'est un bloc en fait intégré lié à la communication et aux stratégies à appliquer. Ce qu'on a relevé, c'est que la plupart des organismes, initiatives, entreprises qui le pratiquent aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens tant financiers que les ressources humaines pour pouvoir se pencher sur ces questions-là et sont à la recherche d'outils pour communiquer efficacement. On n'a pas de réponse à ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment un des points sur lesquels il faut qu'on travaille pour pouvoir accompagner ça correctement. Comme deuxième point, il y a la viabilité économique et la façon de compenser, en fait, bien sûr, avec la tarification sociale, on pratique des tarifs qui sont réduits. Donc forcément, on sait de base que l'entreprise va générer moins de revenus. Donc il y a un besoin d'essayer de déterminer quelles sont toutes les pistes qui vont permettre de réduire les coûts. Donc plusieurs initiatives en pratique diverses. On a vu donc, le recours aux subventions.
Donc, en effet, on peut se dire que viabilité économique et subvention, ça serait pas forcément cohérent et qu'on va essayer de se détacher de cette dépendance-là, mais toujours est-il que ça reste un biais et qui peut être pris en compte pour atteindre la viabilité économique. Donc, voilà, recherchant des subventions pour certaines activités ou des subventions salariales pour participer au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'atteinte de sa viabilité. On a aussi la diversification des activités et de la clientèle. Là, c'est pas tant pour réduire les coûts, mais pour plutôt aller à la recherche d'autres sources de revenus. C'est-à-dire qu'on peut développer d'autres activités qui vont être plus génératrices de profit, qui vont permettre de financer le fonctionnement de l'initiative. On peut aussi passer par l'intégration d'une clientèle solidaire qui va payer un tarif plus élevé et qui pourrait permettre de compenser les tarifs réduits qui sont offerts. Je vais donner un exemple pour simplifier. On a une épicerie communautaire à Laval qui pratique les deux, en fait, qui a intégré une clientèle solidaire dans son tarif, donc une clientèle qui va payer plus cher pour compenser le tarif réduit qui est offert. Et puis, elle a aussi développé des activités connexes comme un système un service de traiteur qui est à destination principalement des entreprises et des collectifs. Donc là, on est sur du plein tarif et ce service de traiteur permet une nouvelle source de revenus pour l'entreprise et donc ça va financer l'épicerie sociale et le tarif réduit. Il y a aussi le fait de développer une communauté autour du projet, donc ça peut prendre plusieurs formes, que ce soit la mutualisation pour certaines activités et ressources. On a vu plusieurs réseaux qui se mettaient en place, notamment pour de l'approvisionnement, où justement le fait d'être à plusieurs, on a un regroupement de 4 épiceries par exemple, qui s'est mutualisé pour son approvisionnement de façon à finalement augmenter son pouvoir d'achat auprès des grossistes et donc réduire ses coûts d'achat, faire de meilleures marges ou proposer de meilleurs tarifs à ses clients. Donc ça peut faire partie des solutions. On a aussi tout ce qui est partenariats locaux, que ce soit avec le secteur les secteurs publics ou privés. Donc, c'est vraiment essayer d'aller à la recherche au maximum des partenariats ou de ce qu'on pourrait obtenir de la communauté locale. Pareil, des exemples de locaux qui sont prêtés par la commune dans laquelle on s'installe, des choses comme ça. Et donc, ça rejoint aussi le point de comment communiquer avec la tarification sociale pour réussir à créer ces partenariats-là. On a aussi identifié le bénévolat qui est une source assez importante sur la réduction des coûts, notamment sur la masse salariale. Beaucoup d'initiatives intègrent le bénévolat à leur fonctionnement avec contrepartie souvent, c'est-à-dire que c'est à la fois une façon de réduire la masse salariale, mais en proposant des bénéfices pour les bénévoles, c'est-à-dire grâce à l'implication citoyenne, on va avoir un certain statut qui va permettre d'accéder à un tarif réduit. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Et ça permet de faire fonctionner l'entreprise grâce à ça. Donc, voilà dans les grandes lignes quelques pistes pour la réduction des coûts et puis la présentation de ces deux enjeux principaux, donc autour de la communication et la viabilité économique. Donc finalement, juste en termes de petites conclusions, ce qu'on peut voir, c'est que la tarification sociale, elle s'articule autour d'un tas d'objectifs sociaux, elle transporte certaines valeurs, elle se cherche à travailler avec ces valeurs-là, mais bien sûr, il ne faut pas oublier tous les objectifs économiques qu'il y a derrière, la recherche de viabilité qui est logique pour toute entreprise qui met ça en place. Et donc finalement, le grand défi réside là-dedans, de trouver cet équilibre et d'assurer la viabilité et sociale et économique de l'entreprise. Donc voilà pour ce tour d'horizon assez rapide. J'espère que c'était assez clair. Voilà pour... je ne sais pas si... Je pourrais, si jamais il y a des questions de clarification, peut-être on peut les prendre maintenant avant de continuer. Là, par contre, je ne vois pas tout le monde. Fait que si jamais vous pouvez parler directement si vous avez une question.
si c'est bon, on peut aussi passer. Vous pouvez lever la main aussi. Moi, je vois bien qui lève la main là, dans les participants, puis je pourrais faire le relais. Ou si vous avez des questions, allez-y dans le clavardage. Il y en a, il n'y a pas eu de questions, il y a eu des commentaires. En général, c'est positif. Bien, pas en général, c'est tout positif. Peut-être que tu peux continuer, Claudia, puis on fera une discussion plus... Parfait. Je vais te laisser repartager, Claudia, parce qu'en Ouais. fait, sinon, moi, Ça marche. je vois plus rien. Merci. Voilà. Alors, merci Chloé. OK. Donc, on voulait finir sur un petit point sur la stratégie de transfert de connaissances parce que l'objectif de ça, comme je l'ai expliqué au début, c'était vraiment que ça puisse servir à des initiatives sur le terrain qui pourraient bénéficier de cette pratique-là. Donc, on a réfléchi un tout petit peu au public cible potentiel. Donc, on se dit, ultimement, on aimerait que les entreprises d'économie sociale ou les organisations communautaires qui sont pas encore des entreprises d'économie sociale, mais qui voudraient adopter des pratiques de cette manière-là, ben, puissent avoir l'information et puissent savoir comment bien implanter, ou du moins, c'est quoi les défis, qu'est-ce qu'il faut réfléchir, comment tester ces pratiques-là. Et de l'autre côté, on a les acteurs du contexte qui influencent finalement le contexte dans lequel les entreprises d'économie sociale évoluent. Donc, on a les bailleurs de fonds, que ce soit public ou privé, que ce soit des subventions ou des prêts, etc. Donc, tout le monde. Et aussi les décideurs ou les organisations publiques qui ont une influence, par exemple, sur la réglementation, sur tout ce qui pourrait influencer la façon que les entreprises d'économie sociale fonctionnent. Mais pour se rendre pour que l'information puisse se rendre à ces publics ultimes qu'on vise, c'est un peu la façon que le TIES travaille déjà, mais c'est l'idée de faire passer l'information à travers des relayeurs, des publics intermédiaires qui, eux, sont en contact avec les publics ultimes et qui pourraient adapter l'information. Donc, notamment spécifiquement pour la tarification sociale, on a ciblé les organisateurs, organisatrices communautaires, les pôles d'économie sociale, les agents de développement, différentes firmes de consultants aussi qui aident à développer des projets. Donc, c'est un peu ça la base de la réflexion. Puis, on voulait en fait aujourd'hui avec vous déjà entendre vos réactions par rapport aux résultats que Chloé a présentés. Et aussi, si vous avez des réflexions justement sur cet aspect de transfert, comment est-ce qu'on pourrait bien amener les informations aux bonnes personnes. Donc là, je vais arrêter de partager mon écran, puis on va... Il y a deux mains levées, une question aussi dans le clavardage jusqu'à maintenant. Donc, Marilyn, je pense que tu avais levé ta main, ou en tout cas, tu as écrit dans le chat, les SADC sont aussi très intéressants à informer sur ces options. Oui, parce qu'ils font beaucoup d'accompagnement, mais j'avais un commentaire. Là, je ne me souviens plus exactement du contenu, puis c'est pas grave là, par rapport à la communication. Pour avoir utilisé la tarification, j'ai envie de dire solidaire, je ne me rappelle plus exactement du terme. À un moment, je travaillais dans le communautaire, dans un centre de femmes. Je crois que dans la communication, il y a aussi la stratégie du sentiment d'appartenance qui est importante à développer pour faire en sorte que les personnes sentent qu'elles font partie d'un projet, d'un mouvement, d'une initiative, puis qu'ils comprennent bien c'est quoi les tenants aboutissants. Puis moi, je sais qu'avec 6 ans d'expérience, ça fonctionnait avec une tarification de cette façon-là. On arrivait tout le temps. Il y avait tout le temps même de l'over dans nos réalisations d'activités parce que les femmes qui le pouvaient donnaient plus pour soutenir l'organisation. De là, l'importance du sentiment d'appartenance et de reconnaissance de l'organisation avec qui on fait affaire.
Super. Ouais. Il y a une question de Céline Bernier qui dit quel type d'organisation utilise la tarification sociale? Puis est-ce que c'est les épiceries communautaires, les plateaux de transformation, des initiatives de glanage, des marchés publics, etc.? Puis après, il y a Chantal qui a levé la main. Ben, plusieurs en fait. Nous, celles qu'on a rencontrées spécifiquement, donc il y avait en effet des épiceries communautaires, il y avait des marchés publics. On n'est pas trop allé sur les plateaux de transformation, mais j'imagine que potentiellement ça pourrait fonctionner aussi. Après, on a aussi fait hors alimentation. On a des entreprises d'économie sociale, d'aide domestique qui pratiquent ça aussi aujourd'hui. Donc, en fait, le modèle peut être applicable dans plusieurs situations ou des cliniques communautaires aussi. Je pense que c'est très large. Après, nous, on était plus spécifiquement sur l'alimentation et en effet, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'épiceries communautaires, de marchés c'est vrai, ou d'organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine alimentaire, mais c'est beaucoup de distribution en fait, production, distribution alimentaire. Chantal? Je vous partagerai peut-être une réflexion qu'on avait faite en région parce que quand, à un moment donné, en tout cas, évidemment, il fallait faire des réflexions avec nos partenaires que sont les CDC, les équipes économiques des MRC, pour baliser c'est quoi l'économie sociale en soi. Puis nous, on a beaucoup positionné l'économie sociale comme étant une activité économique dans laquelle on développe un marché. Il y a un marché potentiel qui peut être de type très variable, mais un marché potentiel. Ce qui nous avait amené à l'époque à dire c'est très différent une tarification d'empowerment ou une tarification thérapeutique qu'une tarification liée à une viabilité économique versus un aspect entrepreneurial. Là, je vous donne des exemples pour illustrer ma pensée, mais puis là, je reçois aussi votre document en même temps, fait que j'essaie de tout placer ça. Mais en tout cas, à l'époque, comme par exemple un organisme communautaire qui était en aide alimentaire, qui demandait aux gens 2 $ pour venir à la soupe populaire, disons. Ça, pour nous, c'était pas de l'entrepreneuriat. C'était une tarification d'empowerment. Parce qu'eux, ils partaient, un peu comme je pense Marilyn semble l'avoir illustré, on partait du principe que les gens qui viennent à la soupe populaire devaient contribuer minimalement. C'était très symbolique. Fait que ça, pour nous, c'est comme la tarification d'empowerment qui faisait partie de la démarche. Alors que, par exemple, les ressources pour toxicomanes, en général, il y a des ressources toxicomanes qui vont avoir une tarification plus élevée parce qu'ils n'ont pas nécessairement de subvention via leur CIUS, là, parce qu'il y a tout un processus d'accréditation. Mais au-delà de la subvention ou pas, il y a quand même une tarification parce qu'on dit qu'au plan thérapeutique, quelqu'un qui entreprend une démarche doit contribuer financièrement. Ça fait partie de... Fait que là, écoutez, on l'a appelé de façon vraiment... C'était très entre nous, là, on l'a appelé la tarification thérapeutique. Pour nous donner une ligne en disant, effectivement, pour nous, une maison d'hébergement en toxicomanie qui avait une tarification, oui, il y a une activité économique, mais ce n'est pas dans une perspective entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on ne développe pas un marché de toxicomanes pour arriver à donner un service. On donne un service on donne ce service-là dans une perspective de filet social. Bon, je fais mon grand tour pour en revenir à ça. Est-ce que je m'y retrouve moins dans ce que vous présentez? Est-ce qu'éventuellement, ces nuances-là vont être amenées ou c'est peut-être moi aussi qui, là, avec la présentation sommaire, qui ne saisit pas, là? Mais je trouve qu'il y a des gros enjeux, pas des gros enjeux quand même, pas exagéré, mais je veux dire, il y a des enjeux dans la manière de positionner. Si on confond les types de tarification, il y a un enjeu dans la manière de positionner le modèle entrepreneurial et dans le développement du projet.
Est-ce que je suis claire ou je vous ai tous assommés? Non, c'est clair. Oui. Non, Assommé au Chloé. Je sens que j'ai au moins sommé Chloé. non, mais ça fait partie justement des questions un peu qu'on se posait parce qu'on a quand même rencontré enfin, plusieurs initiatives qui pratiquent ça et qui sont en effet plutôt des organismes communautaires et qui n'ont pas forcément cette fibre-là entrepreneuriale. Donc en fait, ça fait aussi partie des objectifs là dans la suite, c'est comment on transpose ça dans l'économie sociale et justement avec cette recherche de viabilité quand même et puis l'équilibrage et pas être dans, je sais plus comment tu l'as appelé, le thérapeutique, mais oui, mais, enfin, je pense que enfin, c'est un commentaire qui est intéressant puis en effet qui fait partie des réflexions qu'on doit. Et si je peux rajouter, moi, je pense, parce que je me souviens, il y a 3-4 ans, quand on avait fait la fameuse rencontre, Caroline, au cégep de Victo, c'était une rencontre nationale, mais ça s'était fait à Victo sur l'alimentation, tout ça. On avait vu vraiment, pas de façon négative, là, je ne dis pas ça, mais quand même un clivage entre ceux qui étaient en aide alimentaire versus plus entrepreneurial, là, épicerie, etc., et en aide alimentaire plus communautaire. Puis moi, ce que ça m'avait fait réaliser, c'est qu'au-delà du modèle d'affaires, puis qui vient déterminer le type de tarification, il faut commencer par vraiment réfléchir sur son positionnement, les objectifs, son positionnement comme organisation et les valeurs qu'on porte, la mission, la vision, les valeurs qu'on porte comme organisation. Parce que je pense que c'est de là que part le style de tarification qu'on va adopter. Mm-hmm. Oui. Oui. Il y a... prendre des directions très différentes. Bon, je me tais. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, Chantal, mais dans le même sens que ce que tu dis, il y a Jerry dans les commentaires qui dit il ne me semble pas avoir vu les municipalités comme partenaires ou porteurs éventuels de services alimentaires, alors que ce sont justement des porteurs de tarification sociale à travers leurs divers services, transport, eau, loisirs, culture, effectivement. Ça, on l'avait en tête au début de la synthèse. C'est comme, on dirait que le rôle des municipalités dans les projets en alimentation a toujours été comme plus délicat, où les municipalités ne se voient pas nécessairement comme des partenaires ou c'est comme s'ils ont de quoi faire, un rôle à jouer dans ces services-là. Mais effectivement, il y a quelque chose à aller chercher dans les exemples, soit du transport ou autre, l'enjeu de financer cette tarification-là sociale aussi pour les entreprises, les organisations, tout le côté, justement, développer le côté entrepreneurial. C'est pas magique comment on la finance, la tarification, comment les municipalités peuvent être des partenaires importants. Oui, donc c'est des bonnes questions. Chantal, on va te ressolliciter sûrement pour tes réflexions. Non, pas pour un comité, là, juste de même pour jaser. Il y a Geneviève qui a levé la main. Oui. Chantal, tu m'as pas assommé, tu m'as fait réfléchir, puis là, ça m'a allumé après. Mais peut-être, ben c'est ça. En fait, avant d'aller sur le commentaire de Chantal qui m'a allumé, je voulais quand même dire que Chloé a fait un super travail pour nous amener à réfléchir sur ces questions-là, puis elle a fait entièrement son stage dans une période où finalement on a pu se voir 2 fois et quart dans un parc, là, fait que c'est quelque chose, intégrer une équipe puis pas vraiment l'intégrer, puis bon, c'est ça. Finalement, elle s'est retrouvée pas mal tout seule chez elle avec sa bedaine à faire tout ça. Et là, ce que je trouve intéressant, en fait, dans le commentaire de Chantal, c'est que j'ai l'impression qu'on pourrait aborder ça avec... bon, le premier terme qui me venait, c'était un tableau à double entrée, mais bon, il faut peut-être pas... Moi, des fois, je suis tellement carrée là, que j'ai des tableaux. Là. Ça, c'est pour être différente de notre DG qui lui met des ronds partout. Mais j'ai l'impression que ce que Chantal amenait, puis tu l'as dit à la fin de ton intervention, c'est que il y a des objectifs peut-être de positionnement de la tarification sociale, un peu de pourquoi on le fait ça. Hein? Est-ce que c'est pour de l'empowerment, du thérapeutique, d'assurer une viabilité? Puis, ce que Chloé nous a plus présenté, c'est peut-être les types de tarification. Mais je pense, en tout cas,
je ne connais pas la question autant que d'autres ici, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à décortiquer. Y a-t-il des tarifications d'empowerment qui sont ciblées ou qui sont basées sur une contribution volontaire? En tout cas, essayez de voir comment ça se croise, puis peut-être que finalement, les tarifications d'empowerment sont tout le temps une contribution volontaire ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'essayer de croiser ces deux aspects-là, ce que Chloé nous amène, ce que Chantal nous amène, puis que ça nous permettrait d'avoir une compréhension plus fine là, de ces aspects-là. Okay, voilà. Claudia, pardon. Moi aussi, ça m'a fait réfléchir la question de Chantal, puis je me demande en fait, pour les autres personnes, comment est-ce que vous étiez aussi surpris que la définition de la tarification sociale se limite à ce qu'on a présenté? Est-ce que, en fait, je serais curieuse d'avoir la discussion avec les autres aussi, s'il y a des réactions ou des réflexions dans la salle. Oui, entre autres, dans le réseau de la santé, là, il y a des gens autour de l'écran qui doivent déjà accompagner des démarches ou des groupes communautaires où c'est beaucoup peut-être réfléchi ou utilisé là, dans le cadre, entre autres, des mesures, la fameuse mesure 13.1, c'est ça, l'alimentation? On l'a entendu plusieurs fois, en tout cas dans les entrevues ou la documentation. Sinon, c'est pas grave, on peut passer un autre temps. On continuera à y réfléchir. C'est quand même un peu assommé, je pense. On continuera effectivement. Mais ça me fait réaliser, moi, que nous, à l'époque, quand on avait regardé les activités économiques des organisations, c'est qu'on l'avait vraiment regardé en mode un modèle d'un éthique, d'un modèle d'affaires éthique. Et puis, on se disait, on partait du principe, à tort ou à raison, là, tout est évolutif, là, mais on partait beaucoup du principe, ce que je vous ai nommé tantôt, c'est qu'on ne développe pas un marché de toxicomanes ou on ne développe pas un marché de pauvres pour faire vivre une entreprise. Donc, à partir de là, nous, on n'était pas dans l'entrepreneuriat collectif, on était vraiment dans une action sociale, une action communautaire et qui pouvait moduler des tarifications, comme je vous ai nommé. Maintenant, il peut y avoir les modèles hybrides là, avec tout ce qu'on... Tu sais, je pense qu'avec ce que tu as présenté, Claudia, où on a peut-être comme l'épicerie que tu parles, l'épicerie communautaire, où c'est vraiment fort intéressant parce que ça, il y a du marché. Il y a du marché pour tout le monde, mais après qu'on peut venir moduler pour donner une accessibilité aux gens qui ont peut-être plus de difficultés dans notre communauté, dans une perspective de solidarité. Alors ça, en tout cas, ça commence à se placer dans ma tête, je trouve ça fort intéressant. Si je peux peut-être un dernier commentaire là-dessus avant de passer à autre chose, je pense que c'est aussi dans la façon qu'on l'a défini. On l'a vu comme une solution à un problème d'accès, en fait. C'est de dire qu'on utilise cette pratique-là pour les gens, spécifiquement pour permettre aux gens d'avoir accès à un service que normalement ils ne pourraient pas avoir accès. Donc là, les exemples que tu donnes, c'est des exemples où techniquement, ça pourrait être un service qui leur soit gratuit, mais qu'on leur demande de contribuer pour encourager leur participation ou pour s'assurer qu'ils soient réellement engagés dans le processus. Mais l'objectif n'est pas celui qu'on a défini, en fait. Fait que ça pose la question, est-ce qu'on élargit la façon qu'on voit ça ou est-ce qu'on a comme des sous... En tout cas, Chloé, peut-être t'as des... Il y a une personne aussi après qui a levé la main, là, Catherine Carignan. Donc, Chloé et Catherine. C'est juste rapide, en fait, c'est que dans tarification sociale, on a aussi intégré la tarification solidaire, alors que ce n'était pas forcément intégré et que c'est peut-être à différencier justement quand même. Pour dire que la tarification solidaire, on est sur une variété de clientèle et de catégories de personnes, alors que la sociale, il y a plus l'aspect de viser une clientèle plus en difficulté finalement. Alors que si on parle de solidaire, là, on va essayer d'aller capter la clientèle nantie pour faire fonctionner le modèle. C'est des choses qu'on n'a pas présentées aujourd'hui, mais qui étaient aussi dans les réflexions avant, puis qu'on a un peu coupé au final au fur et à mesure. Mais peut-être qu'il faut repartir sur ces choses-là aussi.
C'est juste un commentaire Ouais, supplémentaire. merci. Merci pour la précision. Catherine? Bien, en fait, je suis organisatrice communautaire pour le CIUS de la Mauricie-Centre du Québec pour la MRC Nicolet-Yamaska et on est en plein travail pour la 13.1, la fameuse mesure avec Marilyn, avec la TIR-SHV, tout ça. Et puis, je suis très heureuse d'avoir vu votre présentation ce midi parce que ça tombe pile poil avec le projet on espère pouvoir monter avec Panier Local, qui est une entreprise privée sur notre territoire et où on vient allier le social et l'économique et on est justement à réfléchir comment on va le but, c'est de développer des points de chute dans des aires alimentaires, donner accès à l'alimentation saine à des gens qui n'en ont peut-être pas les moyens d'utiliser le service habituel de panier local. Donc, votre tarification solidaire, tout ça, moi, ça m'allume énormément et ça va nous servir grandement là, pour le projet. Là. Fait que je voulais simplement mentionner ça. Là. Merci. Merci. Marilyn? Il y a peut-être aussi le contexte actuel de la COVID qui fragilise beaucoup d'entreprises en alimentation ou autres, puis nécessairement des travailleurs, des travailleuses. Il y a tout l'enjeu aussi, quand on parle de l'alimentation, de la rentabilité pour les maraîchers, pour les agriculteurs, agricultrices. Ça aussi, c'est un enjeu important. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment apprécié le commentaire de Chantal, puis je trouve que ça pourrait même devenir une proposition de solution carrément à plusieurs axes, là. Plus, peut-être pas 360 degrés, mais en tout cas, disons au moins 280 degrés. Quelque chose d'intéressant pour restructurer l'économie, pour respecter l'objectif à but lucratif qui a bien le droit d'exister, puis en même temps, la solidarité. Moi, en tout cas, je trouverais ça intéressant d'avoir encore plus d'outils et de réflexion par rapport à cette option-là. Mais c'est sûr que là, je prêche pour ma paroisse. Nous autres, notre numéro de mesure, c'était la 3.1. Là aussi, on a besoin de trouver des solutions innovantes pour rendre accès à l'alimentation de manière physique et économique à toute la population. Puis en plus, on prend beaucoup une approche populationnelle. Fait que là, c'est encore plus dans cette optique-là ce que vous avez présenté, là, notamment la 3e partie. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, d'autres éléments qui pourraient être bonifiés ou qui pourraient être clarifiés ou mieux développés? Ou... Non? On a peut-être fait le tour. Est-ce que... Un bon lunch, en tout cas, c'était un bon lunch. Je me souviens plus comment vous appelez ça. Un bon mix salade et savoir. C'est une bonne salade. Peut-être une question sur l'utilité de l'information, la façon qu'on l'a présentée aujourd'hui. Est-ce que... je sais pas comment dire exactement, mais est-ce que ça vous semble... C'est à un état où c'est compréhensible ou c'est vraiment, il faut approfondir puis vulgariser certaines choses plus selon les publics? Est-ce que selon vos besoins à vous, est-ce que ça répond ou est-ce que, ouais, je sais pas, des idées sur finalement les stratégies de transfert ou l'utilité pour différents publics? Je disais tantôt qu'on va avoir le PowerPoint. Oui. Ben moi, en tout cas, personnellement, c'est qu'à partir de cette documentation-là qui vient un petit peu plus discipliner différentes choses qu'on a vécues sur le terrain, moi, j'aurais tendance à utiliser ça pour remettre différents exemples ou différents projets qu'on peut avoir, tout ça, pour voir si ça tient la rampe, entre guillemets, puis peut-être venir bonifier justement au fur et à mesure. Je trouve en tout cas qu'on a assez actuellement pour être capable de dire, OK, bon, maintenant, telle situation, si je rentre ça dans ces concepts-là, là, est-ce que tout ça
ça peut passer à rampe ou hop, s'il reste encore des petites choses à peaufiner. Mais c'est une intuition, là, mais c'est ce que j'aurais tendance à faire avec votre synthèse de connaissances. Là. Fait que l'utiliser un peu comme une base, comme des hypothèses qu'il faut tester en regardant sur votre territoire, plus spécifiquement les entreprises, comment elles se cadrent dans les différentes familles. Est-ce qu'il y en a qui ne rentrent pas dans les familles? Est-ce que... OK. Mais en espérant que ça ne vous choque pas, là. Puis peut-être aussi mentionner que ce que Chloé a présenté aujourd'hui, c'est vraiment un résumé très condensé, concentré de la synthèse de connaissances qu'elle a rédigée aussi, puis qui est encore en version de travail. C'est pas prêt à être partagé largement parce que là, c'est plein de commentaires, puis de suggestions, de trucs à bonifier, tout ça. Mais cette synthèse-là va être disponible aussi éventuellement, puis il y a un catalogue d'initiatives. Le catalogue est peut-être un mot fort un peu, mais en tout cas, un recueil d'initiatives, toutes celles pour l'instant qui ont été rencontrées dans les entrevues, qui pourraient être bonifiées aussi à mesure. Peut-être que ça vous inspirerait ou que ça vous donnerait des idées aussi. Là. Ça aussi, ça va être disponible. Là. Bien, je pense que si c'est tout, je ne sais pas, Claudia, Chloé, mais on peut aussi laisser 5 minutes, 10 minutes aux gens avant de retourner prendre une petite pause avant l'après-midi. Ben, en tout cas, merci d'avoir participé et écouté. C'est vraiment c'est le fun de présenter des choses pour la première fois aussi, d'avoir les réactions. Merci. Puis vous allez recevoir le lien de la vidéo, puis de l'enregistrement, puis le PowerPoint par courriel aussi. Oui, mais merci à tout le monde. Et puis Laetitia, moi aussi, c'était mon premier. Merci. Bye bye. Bye. Bonne journée tout le monde. Bye.